On va commencer. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau webinaire du FIP en Ile-de-France, du Handipact Ile-de-France. Je suis Françoise Baye-Bécher. Je suis accompagnée ce matin par Rama Khalil et Maëlys Boxberger du FIP-HFP qui nous donnera quelques mots d'introduction. J'ai un support que je vous projette et que évidemment nous vous transmettrons à l'issue du webinaire. Et ce matin, je suis accompagnée par Frédéric Zimmer de chez Arim et Olivia Marshall de l'école Les Tournesols et Parcours Pro. Tournesol Parcours Pro, c'est ça? Parcours. Tournesol Parcours Pro, oui. Voilà, pardon. Et que je remercie vivement de nous accompagner ce matin pour ce webinaire sur la thématique du handicap mental, travail et handicap mental. Je vais vous partager le support de présentation. Hop. Et donc, nous sommes ensemble jusqu'à 11 h ce matin pour échanger ensemble sur cette thématique. Le webinaire, vous n'avez pas de caméra, vous n'avez pas de micro de manière automatique pour éviter les bruits environnants. Mais par contre, vous pouvez poser évidemment vos questions dans l'onglet de conversation ou de questions-réponses. Et on prendra vos questions au fur et à mesure ou à la fin, il y aura de toute manière un temps d'échange qui sera consacré à répondre à vos différentes questions. Comme je le disais en introduction, le replay ainsi que le support qui vous est présenté ce matin vous seront évidemment envoyés comme à chaque fois à l'issue du webinaire. Ce webinaire ce matin, donc sur le travail et handicap mental, pour essayer de mieux comprendre, appréhender la notion de handicap mental et justement bien faire la distinction avec le handicap psychique, partager des retours d'expérience pour trouver les leviers pour notamment bien accompagner, intégrer les personnes en situation de handicap mental et répondre à toutes vos interrogations sur le sujet. Le sujet du handicap mental est un sujet assez large, donc on ne pourra pas tout traiter en 1 h 30. Donc, il y a un autre webinaire qui sera consacré aussi sur les passerelles entre le milieu protégé vers le milieu ordinaire. Et sur le handicap psychique en particulier, on a un événement phare dont je vous reparlerai en fin de webinaire au mois de janvier. Et donc, je passerai rapidement bientôt la parole à nos intervenantes que je remercie encore, donc Frédéric Zimmer, qui est directrice opérationnelle chez Arim, et Olivia Marshall, donc directrice de Tournesol, et également présidente de la Fédération nationale des écoles adaptées. Toutes les deux vous présenteront leurs structures respectives, ainsi que les accompagnements qu'elles proposent pour les personnes porteuses de handicap mental. Avant de vous dérouler le programme, Maëlys, est-ce que tu veux donner un petit mot d'introduction de la part du FIP? Oui, avec plaisir. Vous dire bonjour à toutes et bonjour à tous. Et vraiment, au nom du FIP et HFP, vous souhaitez la bienvenue pour ce webinaire. Donc, le thème de ces jours, c'est le travail et handicap mental, les conditions de la réussite. Et vous souhaitez une bonne participation, qu'elle soit fructueuse pour les uns comme pour les autres et source de solutions partagées. Très bon webinaire. Merci Maëlys. Et donc, comme l'a précisé Maëlys, donc une fois qu'on aura vu les notions clés donc, autour de la notion de handicap mental, de voir les conditions de réussite, donc quels sont les accompagnements possibles, et aussi quels conseils on pourrait vous transmettre pour aller vers plus d'intégration de personnes en situation de handicap mental. Comme je vous l'ai dit, on prendra vos questions au fur et à mesure, mais également en fin de webinaire, on consacre toujours un temps pour échanger plus largement. Frédéric Zimmer, je vous laisse la parole pour présenter Arim et les notions sur le sujet du handicap mental.
Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Frédérique Zimmer, je suis directrice opérationnelle chez ARIM, qui est une structure qui intervient depuis 1991 dans le champ de l'accompagnement de personnes vivant avec un trouble psychique, un handicap mental ou des troubles cognitifs. ARIM est une association. Elle fait partie d'un groupement ACE, Appui Conseil Emploi, qui regroupe le Centre Alexandre Dumas, qui est porté par l'association Vivre, le service appui, qui est porté par l'œuvre Falleret, et puis ARIM. Et on déploie depuis donc, les années 90. Alors aujourd'hui, ce sont des prestations d'appui spécifiques, ça a été des prestations ponctuelles spécifiques. Demain, ce seront des appuis spécifiques pour des personnes donc en situation de handicap psychique, mental ou trouble cognitif. Donc on vous présentera, ces prestations d'appui spécifiques, dans un 2e temps. Et donc pour Alors, commencer un peu une définition, la définition de la loi de 2005, hein, qui a mis l'accent sur le fait que quand on parle de handicap, on parle bien de limitation d'activité ou de participation à la vie en société. Alors, les altérations, elles peuvent être durables, définitives, et elles touchent une ou plusieurs fonctions, aussi bien physiques, sensorielles, mentales, cognitives, psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Ce qui est intéressant dans la loi de 2005, c'est qu'elle induit l'idée de l'environnement, ce qui n'était pas le cas auparavant. Alors, dans le champ du handicap mental, on est sur de l'altération durable, puisqu'on sait que les atteintes sont définitives. Alors, il y a des manières de stimuler, on le verra, hein, pour permettre à des personnes de maintenir leurs acquis, mais ce sont des handicaps qui bougent peu et qui restent stables dans le temps. Alors, on a souvent des confusions, en partie, parce que dans le champ de la sémantique, on utilise la maladie mentale pour définir ce que sont les maladies psychiques et les troubles psychiques, et on parle de handicap mental quand il est question de déficience intellectuelle. Du coup, je vous présente ce qu'est le handicap mental et puis je vous dirai aussi ce que recouvre finalement le handicap psychique. Donc, le handicap mental va avoir pour origine soit une anomalie, génétique. Il peut également y avoir des atteintes, durant la grossesse, donc ce sont quand même des problématiques qui sont liées, soit à la conception, soit au début de vie. Donc certains virus, certains parasites, il peut arriver également que, la prise, de toxiques, de drogues, des radiations ou bien des prises médicamenteuses, ne permettent pas le développement d'un enfant in utero. On a également ce qu'on peut appeler des accidents au moment de l'accouchement. La prématurité peut avoir des conséquences sur le développement, intellectuel d'un enfant et puis, des souffrances, la privation d'oxygène notamment au moment de l'accouchement, ce qui arrive, hein, ce qu'on appelle l'anoxie, des bébés dont le cordon, par exemple, est, enroulé autour du cou et qui génère une strangulation. Donc un bébé qui ne sera pas, correctement oxygéné peut avoir des conséquences durables sur son développement intellectuel. Après la naissance, on a aussi quelques problématiques. Alors la méningite, peut générer, de la déficience intellectuelle, et puis, certaines formes d'intoxication ou d'asphyxie. Alors, on parle de l'atteinte des capacités intellectuelles, ça va regrouper la compréhension, la mémoire, l'analyse de situation. On a des personnes qui vont rencontrer des difficultés au niveau de la réflexion, de la conceptualisation et puis également parfois de la communication et de la décision. Hem, on est bien d'accord qu'on est dans ces situations-là sur des personnes qui ne vont pas développer leurs capacités intellectuelles, comme la moyenne des personnes. Quand et c'est toute la difficulté, quand vous avez des gens qui ont eu une des acquisitions, des apprentissages et qui, à un moment donné, alors je donne un exemple, vont avoir un accident de vie et vont perdre leurs capacités cognitives ou en tout cas vont avoir des capacités cognitives réduites, on n'est pas dans le champ de la déficience intellectuelle, on est dans le champ de troubles cognitifs. Voilà.
Pour ce qui concerne le handicap psychique, on fait état de personnes qui ont des développements tout à fait classiques et qui, je ne vous ai pas fait de slide, Pardon, pardon, je vous oui. fais juste un petit récap dans la foulée, qui vont développer des maladies psychiques. Ces maladies psychiques, elles vont apparaître. Alors, on a coutume de dire à l'adolescence ou au début de l'âge adulte, force est de constater que ça arrive parfois un peu plus tard. Et la particularité de ces maladies psychiques, alors vous en connaissez certaines, hein, la dépression est une maladie psychique, les troubles anxieux, le, les troubles de l'humeur, les schizophrénies sont des maladies psychiques et elles ont des conséquences sur les relations que les personnes. Ah, vous avez des coupures de son. Je ne sais pas si Non, on c'est bon. peut. On D'accord, vous il y a une. entend, c'est bon. Ok. Donc les personnes, ce que ça va impacter, c'est la relation que les gens ont à eux-mêmes et la relation qu'ils ont au monde. Mais on va avoir des gens qui peuvent avoir des capacités intellectuelles qui sont tout à fait préservées. Une petite particularité quand même sur le plan cognitif, c'est que certaines des manifestations des maladies psychiques, ont des impacts sur les capacités cognitives. Alors je vous cite un exemple, lorsqu'on a, des ruminations et ou des idées, parasites, c'est compliqué d'avoir, sa capacité de concentration pleine et entière. Et puis les médicaments, ont cette particularité que, ils ralentissent le fonctionnement psychique et parfois ont un impact sur les capacités cognitives des personnes. Dans le champ du handicap mental, on n'a pas de traitement puisque, je vous le disais, ce sont des atteintes, précoces et on parle bien de limitation. Alors, je vous ai fait un petit rappel, pour les questions de déficience intellectuelle. On a 3 types, le type léger lorsque, les quotients intellectuels, donc les mesures d'intelligence se situent entre 50 et 69, moyen lorsqu'on a des mesures d'intelligence entre 35 et 49 et puis sévère quand on a une mesure d'intelligence en dessous de 35. Hem, Très concrètement, ça va avoir des impacts effectivement et on le verra tout à l'heure, sur la manière dont une personne va s'adapter à son environnement et va avoir un degré de compréhension plus ou moins, développé. Les difficultés vont se situer principalement dans les apprentissages, basiques, donc de lecture, d'écriture, de calcul. Très concrètement, vous avez un certain nombre de personnes qui vont réussir à comprendre le concept d'addition et de soustraction, mais qui auront par exemple plus de difficultés à acquérir les concepts de multiplication et de division. Bien évidemment, des difficultés de compréhension, d'analyse, puisque lorsque, on a des fonctions intellectuelles, restreintes, il y a un certain nombre de concepts, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la conceptualisation est un peu difficile, de jugement du coup et parfois de décision, puisqu'il y a peut-être pas tout à fait et toujours une appréhension, totale de l'ensemble des enjeux par rapport à une situation. On peut également rencontrer des difficultés de concentration et de mémorisation. Alors, au niveau des troubles du comportement, ils sont souvent liés, finalement, hein, aux interactions avec l'environnement. Donc de fait, lorsque on ça, je pense que chacun de nous peut en faire l'expérience, lorsque dans la communication, on n'arrive pas à s'entendre avec quelqu'un ou lorsqu'on veut faire passer une idée et qu'on n'est pas compris ni entendu, il arrive que ça génère un peu d'énervement, et ou de frustration. Donc, il faut bien comprendre que ce n'est pas parce que vous avez quelqu'un en face de vous dont les capacités de raisonnement sont altérées, que pour autant vous avez une personne qui ne capte pas un certain nombre de signes et notamment, tout ce que parfois on ne dit pas. On a un langage, oral, mais on a aussi un langage, non verbal, on a un langage, corporel auquel un certain nombre de personnes peuvent être sensibles et les personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle peuvent être très sensibles au fait, que dans la communication, il y a des difficultés et quand on est tendu, ça se sent, ça va générer peut-être parfois des difficultés, d'adaptation.
L'adaptation sociale, alors une des particularités des personnes vivant avec un handicap mental, c'est qu'il y a une forme de spontanéité dans la relation et parfois une expression assez terre à terre. On a aussi parfois des personnes qui n'ont pas complètement acquis les règles sociales. Alors souvent, ce sont des règles implicites, hein. On se tient à une certaine distance des gens quand on leur parle. Vous allez parfois rencontrer des personnes qui vont se tenir très proches, qui vont peut-être ne pas hésiter à avoir un rapprochement physique, voilà, à vous toucher, à manifester des choses. Donc, il faut pouvoir dire clairement si on est gêné de ce rapprochement physique et puis ne pas hésiter à réexpliciter les règles sociales qui régissent les relations et notamment dans le champ du travail. Alors, je ne sais pas si on avait complètement terminé, Ah, excusez-moi, pardon. je me suis perdue en cours de route. Hem, L'autonomie est un élément important. Il arrive effectivement, que vous ayez face à vous des personnes qui aient des difficultés sur des gestes, de la vie, quotidienne. Donc c'est vraiment important que ça puisse être, accompagné, de sorte que ça ne génère pas une difficulté interrelationnelle. Dans les transports également et puis, pour les personnes qui n'ont pas la représentation, de ce que, de ce qu'est l'argent ou de ce que ça coûte, enfin voilà. Vous allez avoir parfois des personnes, qui préféreront des pièces au billet et qui, peut-être, vous voyez, malheureusement, rencontreront des individus peu scrupuleux, qui du coup feront des échanges stratégiques, de billets contre des pièces, parce qu'en face d'eux, ils ont une personne qui n'a pas la valeur de l'argent. Alors, très concrètement, toutes ces difficultés peut-être d'adaptation vont avoir des répercussions, en termes de situation de travail, donc aussi bien, des difficultés d'adaptation, des difficultés cognitives que des difficultés relationnelles et comportementales. Je vais vous les décrire, un petit peu. Au niveau de l'adaptation, les difficultés auxquelles on peut se heurter, c'est une moindre résistance, par exemple, au stress et à la fatigabilité. Parce que vous avez des personnes qui, vont devoir, s'ajuster à des environnements qui parfois vont un peu vite pour elles, demandent de l'adaptation et elles sont plus lentes notamment. Au niveau des horaires de travail, ça peut être, difficile pour ces questions de fatigabilité. Les changements peuvent être complexes. Les personnes, qui vivent avec un handicap mental ont besoin, de routine, ont besoin de retrouver un certain nombre d'éléments stables et fiables parce que c'est rassurant, ça permet de plus facilement résoudre leurs difficultés et puis, dans la mesure où, pour certaines, il y a un réel manque d'autonomie, il faut que les choses soient bien posées autour d'elles, de sorte qu'elles se sentent à leur aise et rassurées. Et puis, je vous le disais, ces questions de règles sociales qui ne sont pas, toujours complètement, acquises et ou qui se perdent parfois. Notamment, alors, quand, il y a une bonne interaction, sociale et affective avec des personnes, peut-être que les règles sociales auront plus de mal à être tenues, si la personne se sent très à l'aise avec vous. Au niveau des difficultés cognitives, on a une réelle lenteur, dans l'activité, parfois des oublis ou des erreurs. Il est important que les consignes soient, simples, soient accessibles, soient régulièrement répétées et autant que faire se peut, de ne pas donner plusieurs consignes simultanément. C'est aussi compliqué pour une personne, dans le champ du handicap mental, de pouvoir, il faut séquencer, le travail pour permettre que la personne ne se perde pas entre plusieurs tâches. On peut avoir certaines personnes qui vont avoir des difficultés à tenir des délais ou à s'organiser. Donc c'est aussi important, dans les tâches qui sont confiées, peut-être dans le séquençage, de pouvoir, très concrètement donner des règles et des repères pour que les personnes puissent avancer dans leurs tâches
Et puis alors, ça pour le coup, je ne connais personne, qui parfois n'ait pas de difficulté à évaluer le temps qu'il va mettre, mais là, c'est très important parfois de le rappeler. Le temps, hein, parce que, il n'est pas rare qu'on s'enthousiasme un peu et qu'on imagine qu'on soit en capacité de faire beaucoup plus dans un temps restreint. Pour une personne déficiente, c'est très difficile d'évaluer le temps qu'elle va passer pour faire les choses, donc c'est important de le rappeler. Et juste pour, préciser sur le séquençage, hein, l'exemple, le retour d'expérience que nous fera, madame Marchal tout à l'heure est très, illustre très bien, cette adaptation de la situation de travail avec du séquençage. Alors, au niveau de la communication, donc des troubles relationnels et comportementaux, encore une fois, les problématiques que l'on va pouvoir, rencontrer, c'est une difficulté de communication. L'exemple qui me venait lorsque, on a préparé ce webinaire, c'était, cette, jeune femme, qui était, en formation de pâtisserie et pour qui, vous voyez, la perspective de devoir, adapter une recette, pour 4 personnes à 8 personnes était relativement complexe parce qu'elle ne savait pas, elle n'avait pas acquis cette notion de la multiplication. Donc on a une recette et on multiplie les ingrédients par 2. Donc il faut trouver dans la communication des moyens d'expliciter le fait que, faire une recette pour 4 ou pour 8, c'est refaire cette même recette pour 4 pour 8. Donc voilà, de pouvoir prendre le temps et d'identifier là où il y a une incompréhension et de trouver des systèmes pour pouvoir, expliciter à la personne ce qu'on attend. Heu, il arrive que lorsqu'il y a des problèmes de communication, certaines personnes, du coup, se replient et ou, sont dans l'évitement du contact interpersonnel parce que c'est aussi très frustrant, hein, quand on essaie de se faire comprendre et qu'on ne l'est pas, aussi bien d'un côté que de l'autre. Donc toujours avoir une vigilance sur le fait que les gens ne se mettent pas à distance, vous voyez, ne se replient pas, n'évitent pas les relations, ce qui est, très délétère pour tous. Le manque de distance, alors peut à contrario, ce que je vous disais tout à l'heure, s'opérer par une trop grande proximité. Là encore, c'est important peut-être parfois de rappeler, notamment dans un contexte professionnel, qu'on a des règles, et que dans nos relations sociales, alors ça dépend aussi, hein, selon que vous êtes plutôt du nord ou du sud. Dans le sud, on se parle plus haut, on se touche plus facilement que dans le nord où on tient des distances peut-être un peu plus importantes. Et puis par rapport aux colères ou à l'agressivité, encore une fois, toujours se questionner. Elles sont souvent liées à une situation particulière, qui peine, qui dérange, et ou qui frustre, la personne. Donc aller chercher peut-être les causes plutôt que de le prendre comme une marque d'agressivité, à votre endroit. Voilà pour les troubles relationnels. Alors, au niveau des conduites à tenir, quand on peut, c'est agir en prévention. Il est important, d'expliciter. Encore une fois, on a beaucoup de règles implicites dont on considère, et les uns et les autres, qu'elles sont claires. En réalité, les règles implicites ne le sont pas, loin de là et pas pour tous. Il est extrêmement important de mettre des mots sur ce qu'on fait, sur ce qu'on dit, sur ce qu'on attend et parfois sur ce qu'on ressent, ce qui permet aussi aux autres de comprendre. Parfois, on va avoir une interprétation juste, mais il y a plein de situations où, et on le voit en communication, hein, de manière générale, on a de très mauvaises interprétations. Donc, nommer ce que l'on veut, ce que l'on ressent et ce qu'on attend, c'est primordial. Dès qu'on voit un changement dans un comportement, c'est vraiment très important dans un contexte professionnel, de pouvoir là encore, le nommer et voir. Alors, quand, on a une bonne relation avec la personne, ça peut être très facile, de lui dire qu'il y a des choses qui se passent pas bien. Si on n'est pas à son aise, c'est impératif de trouver un tiers. Il y en a un certain nombre, alors ça peut être soit des tiers en interne, il peut y avoir une autre personne du collectif qui, va, plus facilement pouvoir, rentrer en lien et en contact. Parfois, il faut faire appel à des tiers, extérieurs, quand véritablement, les choses se complexifient.
Les services de santé au travail peuvent être un relais et puis après, on le verra, il y a tout un tas de dispositifs extérieurs qui permettent d'intervenir, pour accompagner des personnes qui sont en difficulté sur leur poste de travail et pour accompagner également, les environnements, aussi bien les responsables hiérarchiques que les collègues de travail. Quelques petites, clés, qui peuvent permettre de faciliter des situations de travail qui se détérioreraient, les aménagements d'horaires, l'aménagement des tâches bien évidemment, vérifier, la charge et puis, surtout, cette question de séquençage, l'utilisation alors d'outils, qui peuvent être aussi bien des pictogrammes, des photos, des dessins. Parfois on a aussi des tâches qui sont explicitées, en facile à lire et à comprendre ou en tout cas qui sont, suffisamment imagées pour être bien, comprises. Essayer de respecter la question du rythme de travail, peut-être parfois faut-il des pauses, le fait de s'arrêter, alors on devrait tous en prendre, malheureusement il y a plein de fois où on oublie et où du coup on enquille des journées assez longues, mais le fait d'avoir une pause, le fait de se lever, le fait de bouger, le fait peut-être d'avoir des conversations périphériques peut permettre parfois, une petite détente qui va faciliter un retour, aux tâches. Ne pas hésiter à mettre en place des systèmes de tutorat en interne. Alors là encore, privilégier, des tuteurs qui sont motivés, qui ont envie, et qui ont une bonne relation pour permettre de faciliter les relations et puis quand, on essaye de mettre en place des choses en interne et que ça fonctionne pas, encore une fois, il existe des relais externes qui vont permettre peut-être de donner des clés et de trouver des modes de compensation plus efficients. Merci beaucoup pour toutes ces définitions et cet éclairage, sur à la fois, les difficultés que les personnes peuvent rencontrer et les impacts, que ça peut avoir notamment au travail et d'avoir déjà des premières pistes, d'action. Je vous laisse, poursuivre, madame Zimmer avec, dans les accompagnements, possibles justement de pouvoir présenter les prestations d'appui spécifiques. Hem Avec, vous l'avez dit un petit peu en introduction, mais le groupement, ACE. Tout à fait. Donc j'ai déjà présenté ACE. Effectivement, on a une expertise, dans le champ du handicap psychique, du handicap mental, du trouble cognitif. Je vous présente aujourd'hui, alors je vous le dis en préambule, mais des prestations d'appui spécifiques qui arrivent, en fin de vie, puisque l'AGEFIP et le FIP, ont donc mis en Une œuvre un nouvelle appel version. d'offres, hein. On vient de répondre, à cet appel d'offres. On aura de nouveaux appuis spécifiques, qui démarreront, au mois d'avril prochain. Donc, ces prestations d'appui spécifiques vont être délivrées jusqu'au 31 mars prochain. Là, il est question donc de handicap psy, mental et cognitif, mais sachez qu'il existe des prestations d'appui spécifiques pour toutes les typologies de handicap. Alors, je vais vous présenter très brièvement, CEPAS. L'idée est plutôt que vous ayez une idée du type d'accompagnement. Ces prestations d'appui spécifiques, elles sont destinées donc à des prescripteurs qui sont principalement les opérateurs du service public de l'emploi, donc les Cap emploi bien sûr, les pôles emploi, les missions locales, les et puis, excusez-moi, j'étais partie sur les services d'appui au maintien dans Mmh. l'emploi. Pour ce qui concerne, les salariés, puisque la spécificité des appuis spécifiques, c'est bien de s'adresser aussi bien à des demandeurs d'emploi qu'à des salariés qui rencontreraient ce type de problématique. On accueille également des personnes qui sont orientées par les employeurs publics ayant signé une convention avec le FIP, bien évidemment les employeurs privés, sauf les entreprises à accord. Alors, toutes les structures qui, ont des accords ou qui n'ont pas signé de convention peuvent orienter, mais dans ce cas, on fonctionne avec des systèmes de devis et des facturations directes pour ces structures. Les délégations régionales de l'AGEFIP et les délégués territoriaux du handicap du FIP sont également prescripteurs de ces prestations et donc jusqu'au 31 mars prochain, les médecins du travail et de prévention peuvent également nous orienter des personnes. Pour résumer, hein, pour les personnes qui nous ont rejoints ce matin, vous êtes un employeur public avec une convention FIP, vous êtes votre propre prescripteur, vous pouvez directement vous adresser, au groupement ACE, ou d'autres si c'est sur d'autres types de handicap et si vous n'êtes pas, vous êtes un employeur public, sans convention avec le FIP, vous vous adressez au service public de l'emploi, donc Cap emploi, Pôle emploi, une mission locale qui eux,
vont pouvoir vous prescrire une prestation d'appui spécifique. Alors, bien sûr, l'objectif, hein, et c'est pas toujours facile, mais l'idée principale, c'est quand même que l'ensemble des parties prenantes s'engagent dans la démarche pour permettre aux personnes d'investir ces prestations. C'est parfois très compliqué, elles sont orientées, elles n'ont pas toujours saisi les enjeux. Bien évidemment, on les leur rappelle. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'avoir des informations avant potentiellement d'orienter une personne, à prendre contact avec nous, de sorte qu'on vous donne aussi des éléments pour que vous puissiez les répercuter aux personnes que vous accompagnez. L'idée, bien sûr, hein, c'est de pouvoir vous offrir un éclairage spécifique pour comprendre un peu où en sont les personnes dans leur parcours professionnel et voir les types d'accompagnement qui vont pouvoir être envisagés. C'est aussi un moment où on va aider les personnes parfois à comprendre en quoi leur problématique de santé ou leur handicap a une répercussion sur les situations de travail. Vous avez des gens qui sont très au clair avec ça et d'autres qui ont du mal à évaluer là où elles peuvent être en difficulté, soit parce qu'elles sous-évaluent, soit parce qu'elles sont dans une phase d'incompréhension, par rapport aux problèmes qui sont soulevés et puis parce qu'il arrive, que ça ne leur ait pas été forcément très bien, notifié ou très bien, explicité dans leur environnement de travail et ou de recherche d'emploi. Donc l'objet de ces prestations, ça va être qu'on puisse vous apporter des conseils, des recommandations, qu'on puisse pointer peut-être des points de vigilance, mais également des stratégies à mettre en œuvre, de moyens de compensation pour que les personnes soient moins impactées par leurs problématiques de santé ou de handicap dans le contexte professionnel. Alors, nous pouvons accueillir dans le cadre de ces prestations d'appui spécifiques, donc des bénéficiaires de la loi, hein, qui vont, effectivement être orientés en milieu ordinaire de travail. Nous ne pouvons pas accueillir de gens qui sont orientés dans le champ du milieu, protégé. Ce sont aussi bien des demandeurs d'emploi que des salariés. On a, quelques jeunes gens en contrat d'alternance, en contrat d'apprentissage, qui du coup peuvent être orientés soit par l'organisme de formation, soit, par l'employeur, les agents de la fonction publique et puis bien évidemment, les travailleurs indépendants qui, rencontrent des difficultés dans leur création d'entreprise. Nous accueillons avec accord de la CPAM, des salariés et des agents de la fonction publique en arrêt de travail. Et donc pour les ESAT, uniquement dans le cadre d'évaluations, préliminaires, pour l'emploi accompagné, mais je pense que tout à l'heure, nous aurons une présentation des dispositifs emploi accompagné et de ces modes de Tout à fonctionnement. fait. Alors, je vous le disais, hein, l'objectif pour nous est de pouvoir, déterminer quelles sont les conséquences du handicap, sur la situation, professionnelle, que ce soit de l'intégration ou du maintien dans l'emploi. Donc dans le groupement ACE, nous avons des équipes, pluridisciplinaires qui vont être constitués. Alors, les psychiatres principalement, bien sûr, pour les gens, en situation de handicap psychique ou de troubles cognitifs, hein, dans le champ du handicap mental, ça n'est pas spécifiquement, nécessaire et utile. Nous faisons appel donc à des coachs. Nous avons donc des profils assez différents. On travaille avec des psychologues cliniciens, des psychologues du travail, des neuropsychologues, des psychosociologues, qui ont donc une expertise, bien sûr, du public et de l'accompagnement. Nos principes de fonctionnement sont quand même de travailler en articulation avec le prescripteur puisque, les prestations d'appui spécifiques interviennent à un moment T et c'est la grosse différence avec l'emploi accompagné. Nous sommes sollicités à un moment T du parcours, au début, au milieu ou à la fin, mais c'est le référent de parcours qui reste le fil conducteur de l'accompagnement des personnes. Donc nous, on intervient de manière ponctuelle. Bien évidemment, le principe est de pouvoir individualiser la prestation, c'est-à-dire que même si bien évidemment on a des prestations qui sont calibrées, l'idée est de les adapter en fonction des besoins des personnes et puis d'assurer un suivi personnalisé bien sûr tout au long de la prestation. Alors,
très vite ces prestations, parce qu'encore une fois, elles ont vocation à être remaniées de manière importante dans le nouveau marché. On a un prédiagnostic qui permet juste d'identifier le handicap prégnant. Dans le champ du handicap mental, je pense que vous n'en avez pas besoin parce qu'en réalité, très souvent, vous savez de quoi il s'agit. Les gens nous sont plutôt orientés sur ce prédiagnostic quand il y a une difficulté, en tout cas que la personne fait mention de plusieurs types de handicap pour savoir quel est celui qui véritablement entrave l'insertion ou qui pose un problème dans le cadre du maintien dans l'emploi. Le bilan complémentaire est une prestation assez courte qui permet de faire une photographie à un moment T sur la nature du handicap et les impacts sur la situation socio-professionnelle. Donc, l'idée est là d'évaluer notamment dans le champ du handicap psychique, puisqu'on a des problématiques qui sont parfois instables, parfois très stables, mais parfois instables, où en est la personne par rapport à son accompagnement sur le plan de la santé et quels sont ses besoins en compensation. On a ensuite des prestations avec modules, donc qui vont permettre des prestations plus ou moins longues en fonction des besoins de la personne et des attentes, bien évidemment, du prescripteur. Donc, on a aujourd'hui une fiche de prescription qui permet à chaque opérateur qui nous oriente une personne de nous indiquer quelles sont ses attentes, qu'est-ce qu'il a observé comme difficulté et ce qu'il souhaite que nous, on aille explorer dans le cadre de la prestation. Et aujourd'hui, on travaille avec une fiche de liaison qui nous permet des allers et retours entre le prescripteur et nous pour pouvoir passer d'un module à un autre et où apporter des éléments et où aller en chercher par rapport à ce que le prescripteur a mis en place. Donc, on a une première prestation qui est un appui expert sur le projet professionnel. Donc, très concrètement, le module 1, qui est un diagnostic approfondi, va permettre d'évaluer, là encore, mais alors avec un temps qui est plus important. Donc, la situation de la personne par rapport à sa problématique de santé, par rapport à son handicap, d'identifier les capacités à mobiliser et puis peut-être avoir des axes sur les compensations. On a un module 2 d'identification et de développement des modes de compensation. Donc, ça nous permet d'évaluer quels sont les modes de compensation que la personne a déjà détectés, qu'elle utilise, qui peuvent être tout à fait efficientes, et d'évaluer avec elle s'il y en a d'autres qu'elle ne connaît pas et qu'on peut déployer. Et puis, on a un appui alors, à l'élaboration, la validation du projet, qui permet là aussi finalement d'aider les personnes à bien identifier par rapport à un projet donné, là où elles vont avoir un certain nombre de forces, de compétences, de capacités et là où il y a des besoins potentiels. Alors parfois en formation et parfois simplement en compensation. C'est aussi une prestation qui va permettre d'identifier si la personne a une bonne représentation de ses compétences, mais aussi parfois de ses limitations. Nous avons une prestation d'appui expert à la réalisation du projet professionnel. Donc là, pour le coup, on est plutôt sur la mise en œuvre du projet, aussi bien en formation qu'en emploi. Donc, on a des accompagnements vers l'emploi ou la formation pour permettre aux personnes de s'autonomiser, de bien mettre en œuvre la totalité de ses capacités à mobiliser. Une prestation d'appui à l'intégration en emploi ou en formation qui vont permettre alors, vous voyez notamment sur des personnes qui seraient, tout à l'heure j'en parlais, en alternance et qui vont avoir besoin qu'on adapte, peut-être qu'on vienne donner des conseils aux équipes de soutien, notamment en formation, pour qu'ils puissent adapter les outils et puis à l'entreprise également, hein, sur les moyens de compensation. Et on a un module de veille pour s'assurer que tout ce qu'on a mis en place se passe correctement. L'appui expert pour prévenir ou résoudre les situations de rupture, sont des prestations là qui s'adressent à des gens qui sont déjà dans l'emploi ou qui ont déjà intégré des dispositifs de formation. Et dans cette prestation, on a 2 axes. Un axe qui est un appui à l'employeur ou à l'organisme de formation et puis un axe qui, s'adresse plutôt à la personne. Bien évidemment, idéalement, il faut qu'on puisse mener ces 2 axes conjointement. Il peut nous arriver
qu'on nous oriente des personnes dont l'employeur, notamment, n'est pas informé de la mise en place de la prestation d'appui spécifique. Dans ces cas-là, il nous faut également voir, hein, si c'est possible ou pas et quel sens ça a de prendre contact avec l'employeur. Je vous le disais tout à l'heure, on a l'axe d'accompagnement individuel pour les personnes, mais on fait également des coachings en entreprise, on peut faire des coachings managériaux et puis on peut également intervenir dans le champ de sensibilisation auprès des collectifs de travail pour bien comprendre quelles sont les répercussions du handicap sur les situations professionnelles. Très bien, merci, merci beaucoup Madame Zimmer. Donc on l'a bien compris, hein, c'était un accompagnement extrêmement précis et adapté à chaque situation qui prendra fin, enfin qui va changer de formule, on va dire, à partir d'avril prochain. Mais d'ici Tout là, à fait. les employeurs peuvent bien évidemment faire appel aux prestations d'appui spécifiques. Sachant que Tout à quand on a fait. préparé ce webinaire, vous disiez que peu étaient, enfin vous intervenez sur les trois types de handicap, psychique, mental et cognitif, et qu'il y avait peu de situations qui relevaient du handicap mental. Vous étiez peu sollicité sur cette partie-là. Moins que sur le handicap psychique et les Oui. troubles cognitifs. Tout à fait. D'où l'idée de faire témoigner aussi donc Madame Marchal pour présenter à la fois donc l'école Tournesol, mais surtout Parcours Pro, puisque c'est un dispositif qu'elle a mis en place pour accompagner justement vers l'emploi aussi des jeunes en situation de handicap mental notamment. Madame Marchal, Oui, je vous laisse la merci parole. beaucoup. Alors, vous ne me voyez toujours pas? Moi, je vous vois Non, très bien malheureusement, mais on vous entend très bien. et je me vois très bien, mais ce n'est pas très intéressant que je me vois, mais enfin, ce n'est pas grave. Donc, je vais essayer d'être vivante dans la Par la voix. voix. Donc, effectivement, Tournesol Parcours Pro, je vais déjà présenter la structure parce qu'on n'a pas du tout, enfin, on n'a pas tout à fait le même public et je pense qu'on est extrêmement complémentaires. Oui, tout à Alors, fait. Tournesol Parcours Pro est une association. Jusque-là, on est équivalent à la RIM. Nous sommes un collège-lycée associatif créé depuis 2011. Et l'objectif étant de ne pas passer par la case Pôle emploi lorsqu'on sort de l'école. C'était un petit peu ça le projet initial. Donc, oui, nous sommes un établissement scolaire, ça ne vous concerne pas tellement, parce que évidemment, ils sont scolaires de 11 à 20 ans. Nous n'avons que des jeunes en situation de handicap cognitif ou mental, contrairement à la RIM. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est ce passage du scolaire à l'emploi. Voilà, donc cette structure d'emploi accompagné Tournesol Parcours Pro est une structure non labellisée, je vous l'expliquerai pourquoi, parce que nous ne sommes pas médico-social. Nous travaillons de la scolarisation à l'insertion professionnelle. Et quand on dit l'insertion professionnelle, ça va de la définition du métier et de l'orientation professionnelle au maintien dans l'emploi jusqu'à 64 ans. Il me semble que c'est la nouvelle règle. Aujourd'hui, nous allons donc jusqu'à 64 ans de nos jeunes que nous accompagnons. Donc, c'est tout au long de la vie. Nous n'avons pas de module horaire. Nous avons un module à durée illimitée. Donc ça, c'était l'emploi accompagné tel qu'il était défini dans ses grands principes dans la loi El Khomri du 8 août 2016. Projet d'accompagnement illimité, surtout pour un handicap cognitif ou mental, avec un référent unique au sein de la structure Tournesol Parcours Pro, qu'on appelle très élégamment un job coach. Donc ça vient évidemment de l'étranger. C'est récent, 2016, c'est assez récent comme concept. Donc ça se met doucement en place et on se rend compte qu'il y a encore des pas à franchir. Qu'est-ce que c'est l'emploi accompagné? L'emploi accompagné, vous avez parfaitement décrit, c'est on accompagne l'employé. Moi, j'ai tendance à dire on accompagne essentiellement
l'employeur. Essentiellement parce que l'employeur, c'est un autre monde, il n'est pas formé à ça, il y a un turnover dans les entreprises ou dans les administrations et on n'a pas été habitué dans notre parcours scolaire quand on a des âges entre 30 et 60 ans à côtoyer le handicap. Clairement, c'est nouveau en France. On n'avait pas de copains en situation de handicap dans nos classes. Donc, effectivement, l'inclusion, on en parle beaucoup. C'est beaucoup plus compliqué à faire qu'à dire. Mais aujourd'hui, les employeurs ne connaissent pas le handicap et je ne leur jette pas la pierre, on n'a pas été habitué à côtoyer ce type de personnes. Donc, non, attends, je n'ai pas fini. Excusez-moi. Donc, l'emploi accompagné, c'est l'accompagnement de l'employeur. C'est évidemment, comme vous l'avez dit, Madame Zimmer, un accompagnement sur mesure, adapté aux besoins à la fois de l'employeur et de l'employé. Ça nécessite, et surtout dans le handicap cognitif ou mental, une souplesse extrême, une réactivité. Donc, comme je l'ai dit, évidemment, il faut informer les équipes et surtout accompagner sans limite de durée. Parce qu'a priori, quand on a un handicap, quand on est trisomique, c'est à vie. Quand on est autiste, alors nous, on accompagne, on a un tiers autisme, un tiers déficience intellectuelle, donc trisomie, et un tiers maladie rare. On n'a que des petits niveaux. C'est-à-dire, nous n'avons pas les autistes Asperger, les Einstein ou autres. Ce n'est pas chez nous. Chez nous, on n'a que des petits niveaux qui savent à peine lire et écrire. Voilà. C'est important de le dire pour définir un petit peu la population qu'on accompagne. Vous pouvez passer la diapo. Alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder les chiffres de l'emploi dans le champ du handicap. Donc, on sait très bien que le taux de chômage des personnes en situation de handicap est plus ou moins le double de la population générale. Un taux d'emploi direct assez faible et un bilan d'emploi accompagné, étant donné que c'est récent, de 3000 personnes seulement et 1000 employeurs seulement bénéficient de l'accompagnement. Donc, il y a un objectif de 6000 personnes accompagnées de doubler en 2022 qui, à mon avis, n'a pas été atteint, mais on n'a pas les chiffres actuels du bilan. Ça, ces sources, ça date de 2021 du secrétaire d'État chargé des personnes handicapées. Et puis, il y avait eu un rapport du Sénat. On n'a pas les chiffres plus récents, effectivement. On n'a pas les chiffres plus récents. En tout cas, moi, je ne les ai pas. Peut-être que vous les avez. Mais bon, grosso modo, de toute façon, il y a du travail à faire. Alors, comme vous le disiez, Madame Zimmer, et ça rejoint complètement les difficultés, l'emploi accompagné aujourd'hui, c'est 62% sur le handicap psychique. Donc, c'est clair, c'est la grosse partie du gâteau. Seulement 6% en déficience intellectuelle et seulement 11% en troubles du spectre autistique. Alors, pourquoi? Il faut se poser la question, pourquoi? C'est assez simple. Enfin, ma réponse à cette interrogation, c'est que c'est compliqué et c'est beaucoup plus long, comme je le disais, d'accompagner la déficience intellectuelle qui doit être faite tout au long de la vie. Et ça demande des moyens énormes qu'aujourd'hui, la sécurité sociale, pour faire simple, n'a pas mis en œuvre. On se rend compte que l'intensité de l'accompagnement aujourd'hui, à 53%, est entre 2 et 8 heures mensuelles. Et qu'au niveau des crédits, 30 millions d'euros. Donc, on comprend bien pourquoi la déficience intellectuelle est peu accompagnée en France.
c'est un problème de moyens pour mettre un accompagnement sur la durée. Une fois qu'on a dit ça, il y a des gens des associations qui se sont dit, il n'y a pas de raison de baisser les bras et on va remédier à cette situation. Donc, en France, l'emploi accompagné, c'est 2 modalités. Soit laisser les structures labellisées, et c'est des personnes adressées par les services publics de l'emploi. Ce sont essentiellement des structures médico-sociales. Il y a beaucoup d'ESAT aujourd'hui qui font l'emploi accompagné. Soit on part sur des accompagnements longue durée et ces structures n'ont pas pu être labellisées pour des questions de coût. Tournesol Parcours Pro fait partie du collectif Accompagné dans l'emploi autrement. C'est un collectif de structures non labellisées. Alors, je vous ai expliqué pourquoi. Ça ne nous empêche pas de faire du travail et d'accompagner des jeunes tout au long de la vie, donc même s'ils vieillissent. Aujourd'hui, nous accompagnons des jeunes que nous connaissons très bien, puisqu'ils sont passés d'abord par la case école, Tournesol. Donc, c'est parce qu'on les connaît, qu'on connaît leurs compétences, leurs appétences, qu'on peut les accompagner dans l'emploi qui va bien. L'idée, c'est de faire ce matching entre un employeur qui est prêt à accueillir une personne en situation de handicap cognitif ou mental et un jeune qu'on connaît très bien, donc on connaît les compétences et les appétences. Alors concrètement, je vais parler directement des modalités. C'est en 3 étapes. Il y a une première étape qui se passe lorsque le jeune est encore en statut scolaire. Donc, c'est ce que vous voyez à l'écran, la flèche jaune et verte. Il est en statut scolaire, ça ne coûte rien à l'entreprise ou à l'administration. On fait déjà une élaboration du projet professionnel. Ensuite, on va valider ce projet professionnel pour pouvoir basculer dans un statut salarié. Au niveau de l'entreprise, c'est la flèche bleue. Je vais vous détailler toutes les flèches, une à une, parce que c'est important que vous ayez les détails. Alors, la flèche jaune, on peut passer. Je vais vous parler très concrètement d'un jeune qu'on a mis, qui ne rentrait dans aucun ESAT, qui ne pouvait rentrer dans aucun ESAT parce qu'il n'avait pas les capacités à tenir 35 heures. Vous savez que les ESAT demandent le temps plein, en général, pas tous, mais la grande majorité. Donc, il n'avait pas les capacités, il était autiste en l'occurrence, il n'avait pas les capacités de travailler 35 heures, mais plutôt 24. Donc, les ESAT, c'était impossible pour lui. Il se trouve qu'un cabinet d'avocats d'affaires international, Reed Smith en l'occurrence, a croisé sa route et a dit, nous, on a envie, mais on ne sait pas comment faire. C'est ce que les entreprises en général nous disent, les entreprises ou les administrations. On ne sait pas comment faire et qu'est-ce qu'on peut lui faire faire. Donc, la première chose à faire pour nous, c'est déjà de faire la rencontre. Faire la rencontre entre ce jeune et cette entreprise qui est quand même sur la planète Mars et qui ne sait même pas de quoi on parle. Alors, on va le faire d'une façon très simple, via un stage découverte du type stage de 3e, stage découverte d'une semaine. C'est des stages conventionnés, puisqu'on est établissement scolaire. Et donc, on fait une découverte de l'entreprise et l'entreprise fait une découverte du handicap. Très clairement, c'est une découverte à 2 flèches. Et là, au stupeur, tous les tabous tombent. Et au bout d'une semaine, on me dit, mais en fait, ce jeune, il est vachement agréable, il est très sympathique, il est un peu particulier, mais finalement, ce n'est pas du tout ce qu'on imaginait.
il crache pas, il baffe pas, il tape pas, il casse pas. C'est assez intéressant et j'en parle de façon crue exprès parce que c'est tous les clichés qui tombent d'un coup. Et là, l'entreprise a une véritable volonté politique et dit, nous, on a envie d'y aller. Mais comment? Est-ce que vous pouvez nous aider? Donc, à l'issue de cette phase de premier contact, on va essayer de définir le poste. Et c'est là qu'on intervient de façon massive. Je dis bien massive parce qu'il se trouve qu'avec ce jeune, on a accompagné pendant, là il y a marqué 4 semaines renouvelables avec convention de stage, il est toujours sous statut scolaire, mais en l'occurrence, on l'a accompagné 3 mois, 24 heures par semaine, pendant 3 mois. Donc vous imaginez bien que c'est un investissement absolument gigantesque. Il y a quelqu'un de tournesol, un job coach de tournesol, 3 mois, 24 heures par semaine. Pour faire quoi? Pour regarder l'entreprise, observer l'entreprise, le fonctionnement. Fonctionnement qui va nous permettre de faire un séquençage et de faire des propositions à l'entreprise, des missions. Donc, c'est une aide massive à la définition du poste. Parce que, évidemment, dans le cabinet d'avocat, moi, j'ai dit d'emblée, les plaidoiries, ça ne sera pas possible. Mais on va pouvoir trouver autre chose. Donc, premièrement, organisation du travail. Avec visuellement, vous avez parlé des pictos, des photos, etc. Donc, visuellement, on a organisé le bureau de la personne. On a acheté des bannettes, on a acheté des gommettes, on a acheté des petites choses comme ça, qui n'ont l'air de rien, mais qui permettent d'être très concrètes. Donc, vous voyez, on a du bleu, du vert, du orange, du rouge, etc. Et cette phase concrète, ça stabilise le jeune. Et puis ensuite, on est passé à la phase séquençage des missions. Alors, évidemment, c'est la diapo suivante. On ne va pas lire dans le détail, mais il y en a 2 pages. Et ça s'élabore au bout de 3 mois. C'est-à-dire quasiment 5 minutes par 5 minutes, quel est le travail que le jeune va pouvoir faire, que la personne va pouvoir faire. Donc, c'est un séquençage ultra minutieux, c'est hyper chronophage. Ce n'est pas ni à l'entreprise ni à l'administration de le faire. Et ça, c'est en recensant les besoins. Vous avez travaillé en lien avec l'entreprise pour voir quels étaient les besoins pour remplir une fiche de tâche, en fait. Alors, on est observateur pendant, je vous dis, 3 mois, 24 heures par semaine, et on se rend compte, exemple, que les imprimantes, et il y avait plein d'imprimantes dans le couloir sur 5 étages, sont tout le temps vides, et qu'au prix de l'avocat, de la minute d'avocat, chaque fois que l'avocat se lève et s'arrache les cheveux parce qu'il n'y a pas de papier, eh ben, on a perdu beaucoup de temps et donc beaucoup d'argent. Et donc, le jeune qu'on va former, on va lui séquencer en lui disant à 10h05, tu fais l'imprimante, tu mets du papier dans l'imprimante bleue, à 10h15, ça sera dans l'imprimante verte, etc., etc. Et puis, au fur et à mesure, on a augmenté les tâches. Donc, de la distribution de papier, on a fait la distribution de courrier, on a fait la vaisselle, les fontaines à eau, etc., etc., le tri des factures. Petit à petit, les gens sont venus à nous en disant « Ah, mais moi, j'ai des tâches simples et répétitives qui me prennent beaucoup de temps. Est-ce que votre personne peut m'aider, me donner un coup de main ?» Donc, au fur et à mesure, au bout de 3 mois, on a réussi à faire un profil de poste, un véritable profil de poste. Donc, au bout de 3 mois, alors ce travail-là, on ne le fait
que s'il y a volonté de passer du statut scolaire au statut salarié. Vous pensez bien qu'on ne peut pas faire cet investissement si l'entreprise ou l'administration me dit « Bon, mais nous, on fait juste un stage, mais de toute façon, on n'embauchera pas. » Alors, ça ne veut pas dire qu'on fait ce travail seulement s'il y a la signature au bout, mais s'il y a de façon certaine pas de signature, on ne fait pas le travail, évidemment. Donc, c'est plutôt par la négative. Donc, une fois qu'on a défini le profil et le poste de façon extrêmement précise, on continue le suivi, et je dis bien sans limitation de durée. Donc, c'est un accompagnement à vie. Alors, pourquoi? Eh bien, parce que les entreprises ou les administrations ont du turnover, et les gens nouveaux qui arrivent ne savent pas comment communiquer avec la personne. Exemple, j'aime beaucoup cet exemple. Au début, ils m'appellent et ils me disent « On va lui faire une surprise, on va lui fêter son anniversaire. » Ah, je dis non, pas du tout. Très sympa comme idée, mais c'est une catastrophe. Pas de surprise. On est dans le trouble du spectre autistique. Donc, pas de surprise. Ça ne va pas du tout marcher. Donc, ça, c'est un exemple amusant. Mais c'est pour dire le décalage de connaissances pour aborder le handicap. Donc, le suivi, il est nécessairement à vie, à mon avis. Par contre, il s'estompe. Nous ne sommes pas là 24 heures par semaine aujourd'hui. Donc, à ce jour, cette personne a un CDI depuis 4 ans. Nous accompagnons une demi-journée par semaine. Donc, nous sommes passés de 24 heures à une demi-journée par semaine. Et c'est modulable en fonction de justement ce que vous disiez, s'il y a un turnover, s'il y a un changement ou si le jour où le cabinet déménage, on réaugmente le temps d'accompagnement. C'est complètement évolutif. Plusieurs fois, on m'a demandé d'intervenir, vous voyez la dernière ligne, formation et information de l'entreprise, autant que de besoin. Donc, on m'a demandé de venir faire une conférence sur l'autisme. Et les gens étaient très libres parce que la personne n'était pas là. Donc, j'ai eu toutes les questions et j'ai répondu à toutes les questions. Il faut absolument dédramatiser. Moi, je pense qu'il faut dédramatiser les situations. Bien sûr, de temps en temps, il y a des réactions qui sont particulières. Il y a des cris de temps en temps, il y a des réactions particulières. Si on dédramatise, si on explique, ça se passe extrêmement bien. Extrêmement bien. Donc là, on est à 4 ans. J'en ai d'autres que j'accompagne qui ont un CDI depuis 7 ans. Et ça se passe extrêmement bien. Alors, comment on se finance? L'entreprise nous paye un forfait de quelques centaines d'euros. L'entreprise de l'administration nous paye un forfait de quelques centaines d'euros mensuels, qui est une constante qu'on peut réévaluer tous les ans éventuellement, mais qui tient compte du temps qu'on a passé et qu'on va passer dans le futur estimé. Et sur Voilà. sur la phase 3, on est bien d'accord? Les deux premières phases, comme sont gratuites puisque la personne est en scolarité, l'accompagnement est gratuit. L'accompagnement est gratuit, on est en scolarité. Voilà, la scolarité paye l'accompagnement en fait. L'entreprise ne paye qu'au moment où la personne devient salariée. Voilà, donc si on résume la slide suivante, si on résume l'intérêt de l'entreprise ou de l'administration. Alors déjà, c'est comptabilisé dans l'obligation d'emploi, hein, les stages maintenant.
Alors, pas dans la fonction publique, mais oui. Pas dans la fonction publique? Non, Pas encore? non, Ça pas vient encore. de parce que ça vient de le devenir, hein, pour le privé. C'est récent, hein, Oui, 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 c'est récent, oui. c'est très récent. Bon, on peut supposer que vous ne faites pas ça que pour vos 6 %. On est d'accord. C'est évident. Donc de toute façon, très clairement, les entreprises sont unanimes. Je parle des entreprises parce qu'elles sont Mmh. quand même un peu Oui, bah, plus oui. en avance Non, non, que on n'a pas trouvé d'exemple dans la fonction publique, effectivement. bah oui, voilà, donc je suis désolée, mais moi mes exemples aujourd'hui, ils sont plutôt dans le privé, même si le public, non, j'ai une piscine qui a pris un de mes jeunes aussi, mais on n'en est pas. J'ai peut-être manqué, qu'est-ce que c'était la question? J'ai pas regardé. Non, non, c'était sur les ah pardon, je j'ai pas vu les questions. Mais finissez votre propos, après on passera D'accord. aux questions-réponses. Donc en tout cas, les entreprises sont unanimes pour dire que ça donne une, cohésion d'équipe au sein de leur entreprise. C'est incroyable. Ça, décentre les problématiques. Alors évidemment, ils ont leur RSE, responsabilité sociétale des entreprises, mais vous avez à peu près Mmh. l'équivalent, dans Oui, la oui, bien fonction sûr. publique. En termes de communication interne, c'est très important, mais vraiment ce qu'on entend systématiquement, c'est les cohésions d'équipe. C'est le bien que ça a pu faire au niveau du fonctionnement d'équipe. C'est assez impressionnant. Alors, si on passe à la slide suivante. Donc si je résume, Tournesol Parcours Pro aide à la définition du poste, à l'organisation, au séquençage, à l'accompagnement dans l'entreprise et à la valorisation de votre fonctionnement finalement, et accessoirement à l'obligation d'emploi. Mmh. Bon, ça c'est la même chose. Très bien. Ah Si non, si, il y en avait une juste avant, je pense, mais c'est pas grave. sur retour d'expérience de l'employeur, c'est ce que vous aviez dit, Quelques conseils pour les employeurs, on l'a pas Oui, celle-là? si, ça arrive. Ah bah voilà. Si je résume aussi, hein, votre intervention ou celle de madame Zimmer, pour, clarifier le propos sur, les financements. Vous avez, que ce soit les prestations d'appui spécifiques ou le dispositif d'emploi accompagné que vous avez, présenté tout à l'heure, ce sont des dispositifs qui sont préfinancés par le FIP et la GFIP. Donc, sur certaines modalités, elles sont accessibles gratuitement pour les employeurs. Et sur les modalités payantes dont vous avez parlé ou dont madame Zimmer a parlé, là, c'est un principe on peut faire l'employeur va avancer, les frais, mais peut se faire rembourser, via les plateformes de remboursement, FIP, AGFIP. Que ce soit clair, parce que vous parliez tout à l'heure que la Oui. prestation, en tant que salarié, d'accompagnement du jeune, que vous avez présenté était payante, mais évidemment ça peut être, ça fait partie de l'offre d'intervention du FIP de pouvoir, accompagner aussi ce type de prestation. À la Pour ma question, part pour ma part, juste, dans le cadre du Handipact, on a déjà, évoqué le dispositif L'emploi accompagné, via un webinaire, au mois de février, que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube du FIP avec des fiches, pratiques associées, et également les prestations d'appui spécifiques, même si elles vont évoluer, on le redit, il y avait un kit de fiches pédagogiques pour présenter aussi, les prestations d'appui spécifiques, les différents modules et les prestataires pour chaque type de handicap. Donc ça, je vous remettrai, ces fiches-là dans le support quand il sera envoyé avec le webinaire, le lien du replay et le support. Je vous repasse la parole, madame Marchal, pour quelques conseils, pour, les employeurs qui nous ont suivis ce matin. oui, alors, la question, je relis la question, j'ai peut-être manqué l'information. Quel est le périmètre géographique de l'intervention pour emploi accompagné? Alors l'emploi accompagné en tant que tel, il est partout au niveau national. Tournesol Parcours Pro est plutôt localisé à Paris et en Île-de-France. Après, moi, j'ai des partenaires
qui font la même chose. J'en ai à Saint-Nazaire, j'en ai à Bordeaux, j'en ai partout. Donc, je ne sais pas d'où vous appelez, Après, il y a, mais il y a vos coordonnées, il y a les coordonnées de voilà. vous et de Madame Zimmer dans le support, donc les personnes pourront prendre attache directement avec vous aussi si besoin. Donc, moi, le message que je voulais faire passer aujourd'hui, c'est pour renforcer vos équipes, osez embaucher des jeunes, des personnes en situation de handicap cognitif ou mental. Même si d'emblée, ça fait beaucoup plus peur que le handicap physique, par exemple, parce qu'on connaît moins et donc l'inconnu fait peur. Je pense que ça a des bienfaits sur le fonctionnement des structures qu'on ne peut pas imaginer. Il faut savoir que le handicap cognitif ou mental, comme l'a dit Madame Zimmer, c'est un handicap qui a une certaine stabilité. Tous les employeurs à qui j'ai eu affaire me disent ils sont toujours là, les tâches sont toujours faites. Bon, c'est intéressant d'avoir ce discours d'un employeur. Et puis, les employeurs me disent aussi, je ne recrute plus de salariés sans dire que nous avons quelqu'un en situation de handicap cognitif ou mental. C'est une plus-value à l'embauche parce que les jeunes aujourd'hui cherchent du sens et ne veulent pas avoir des métiers sans sens. C'est assez intéressant. Là, il y a un paradigme qui change totalement. Donc, intégrons ce paramètre qui est quand même assez positif, à mon avis, et oser le handicap cognitif ou mental, évidemment, pour limiter les risques, faites-vous accompagner. Voilà. Merci beaucoup. Moi, je reprends ce que vous avez dit au début, hein, parce qu'aujourd'hui, on peut penser qu'effectivement, c'est compliqué de pouvoir intégrer des personnes avec un handicap mental au travail, mais vous l'avez dit dans les propos introductifs quand vous avez présenté l'accompagnement de ce jeune, c'est que ce qui était primordial, c'était la volonté de l'entreprise d'y aller. Et à partir de là, le champ des possibles est ouvert pour trouver au fur et à mesure toutes les tâches qui peuvent être confiées à ce jeune. Et donc, voilà, pour moi, le fait d'avoir ça rejoint un petit peu ce que vous dites quand vous dites oser recruter. C'est à partir du moment où il y a la volonté qui est là, le reste est possible. Alors, je vais aller au-delà, parce que là, il y a une question qui dit, dans une entreprise au sein de laquelle la quasi-totalité des recrutements sont à Bac+2 minimum, et où, par ailleurs, les activités d'accueil, de restauration, de manutention, etc., sont confiées à des prestataires, comment recruter et intégrer des personnes en situation de handicap cognitif ou mental? Je vous rejoins. Aujourd'hui, on me demande toujours des Bac+2, et je dis que moi, j'ai plutôt des Bac-12. Sauf que c'est possible, et si on a une certaine ouverture d'esprit, et si il faut une souplesse d'esprit, ce cabinet d'avocats international, enfin, c'était inimaginable qu'il puisse avoir quelqu'un pour distribuer le courrier, mettre le papier dans les imprimantes. Il faut inventer. Donc, cette inventivité, ça ne peut pas être un profil de poste tout fait et classique. Il faut inventer des postes. Merci. Merci beaucoup, Madame Marchal. Madame Zimmer, est-ce qu'il y a voilà, au regard de tous nos échanges, est-ce qu'il y a un conseil que vous souhaitiez donner à nos employeurs ce matin? Je reprendrai ce que disait Madame Marchal sur des questions de créativité. C'est qu'en réalité, on a des systèmes de travail qui se sont modifiés, qui ont évolué au cours du temps. C'est logique, c'est normal, ça fait partie des mécanismes très classiques de la vie. Mais pour autant, le fait de se dire on a quelqu'un qui nous certifie et qui nous garantit toutes les tâches dont il a été question là, par exemple, ça veut dire que c'est de la charge mentale en moins pour toutes les personnes qui potentiellement
devaient intervenir ne savent pas systématiquement où sont rangées les réserves, etc. Et en réalité, je partage vraiment le point de vue de Madame Marchal sur la finalement, la pluralité des parcours, des expériences, des personnes au sein d'une entreprise, c'est ce qui en fait la richesse. Et au bout du compte, ça nous ramène aussi à des essentiels dans des systèmes de travail où tout va très vite et où on sait que quand on va vite, on a plus de chances de faire des erreurs et que finalement, parfois, hein, un petit éloge de la lenteur est utile pour tous. Alors, on demande des exemples de postes confiés. Moi, évidemment, là, j'ai comment on appelle ça, un vaguemestre ou par Pour le exemple. courrier. Dès que vous avez des tâches simples et répétitives, mais j'ai aussi une jeune qui vient d'être embauchée en tant qu'aide ATSEM dans une école maternelle. Voilà, elle fait des tâches simples et répétitives, elle plie les couvertures après les siestes des enfants, elle aide au repas, etc. Dès qu'il y a des tâches simples et répétitives, et il y en a beaucoup, si on se donne la peine de réfléchir, il y en a beaucoup, dès qu'on a des tâches simples et répétitives, ils peuvent être confiés à des personnes en situation de handicap cognitif et mental. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions que nos auditeurs souhaitent poser? Donc, si c'est bon pour vous, je vous précise juste l'agenda des prochaines rencontres et je remercie à nouveau nos 2 intervenantes pour ces éclaircissements et sur cette ouverture du champ des possibles pour accueillir et voir comment voilà, quelles étaient les conditions de réussite. On l'a bien compris, hein, c'est d'être accompagné, d'être bien accompagné pour pouvoir intégrer durablement les personnes en situation de handicap mental. Et donc, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, dans nos prochaines rencontres, nous aurons un autre webinaire consacré aux passerelles entre milieu protégé et milieu ordinaire, donc au mois de décembre. Mais avant, on se retrouve la semaine prochaine sur un webinaire sur le recrutement des personnes en situation de handicap au-delà du concours, donc toutes les voies possibles de recrutement. Un retour d'expérience sur la PPR, la période préparatoire au reclassement au mois de novembre et au mois de janvier, d'aller plus loin sur le trouble du spectre autistique. Madame Marchal nous a parlé du jeune accompagné qui avait un trouble qui était une personne autiste, voilà. Avec, je sais plus, c'était avec déficience intellectuelle hein, de mémoire pour ce jeune. DSA et déficience intellectuelle, les deux. Voilà. Les deux étaient associés. Et donc, voilà, de savoir qui mobiliser, quels sont les acteurs et dispositifs mobilisables sur le trouble du spectre autistique. Et enfin, l'action phare de cette année sera donc le 25 janvier, je vous le disais tout à l'heure, avec l'étape francilienne du Tour de France des handicaps invisibles. Qui sera consacré aux solutions de prise en charge sur le handicap psychique, avec comme intervenant notamment Joseph Chovanec. Ce sera donc le 25 janvier en présentiel dans les locaux de la préfecture de région en Île-de-France. Toutes les actus, toutes les inscriptions peuvent se faire directement via le site du FIP, fip.fr. Vous avez des onglets Nos régions maintenant, puisque le site du Handipact Île-de-France n'existe plus et donc a migré vers le site, la partie régionale du site du FIP. Et vous avez toutes les informations et vous pouvez vous inscrire directement sur tous ces événements, en plus des invitations qu'on vous envoie régulièrement. Écoutez, merci beaucoup. Nous avons terminé pour ce webinaire ce matin. Merci pour votre participation et on vous envoie bien entendu le support présenté ainsi que le lien du replay dès qu'il sera téléchargé. On vous souhaite à tous une très bonne journée et encore merci à Madame Marchal et Madame Zimmer pour vos interventions ce matin. Merci à vous. Merci. Merci.